Il était une fois une dame nommée Ophusia, elle était une jeune étudiante en médecine, elle venait de quitter la maison de son petit ami Hugo très tard dans la nuit lorsqu'elle tomba sur une jeune femme enceinte appelée Ohama assise au bord de la route. « Jeune femme, qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Il est presque minuit, dit Ophusia. Où est ton mari ou ta famille? » Ohama pleurait de douleur. « Mon mari est absent depuis des mois, ce qui a donné le feu vert à mes coépouses de me mener la vie dure. Mon père est décédé et depuis je n'ai aucune nouvelle de ma mère, lui dit-elle. Je n'ai nulle part où aller. » Ophusia avait pitié de Ohama, mais sa maison était très loin. Elle est venue voir son petit ami Hugo et était sur le chemin du retour quand elle a vu Ohama. Alors elle a décidé de ramener Ohama chez Hugo. Quand ils sont arrivés chez Hugo, il s'est senti déstabilisé que Ophusia ait amené une étrangère enceinte chez lui sans lui demander au préalable. Alors il a demandé à Ophusia qui est-elle et pourquoi l'avoir amenée chez moi. Ophusia a expliqué que Ohama était sans abri et sans défense. Elle a supplié Hugo de l'héberger. Mais alors qu'il réfléchissait, Ohama a commencé à crier de douleur. Ophusia a rapidement couru vers l'endroit où elle était assise. Elle a observé Ohama de près et a découvert que ses os s'étaient brisés et qu'elle était déjà en contraction, puisqu'Ophusia était un médecin. On lui avait appris quoi faire dans une telle situation. Elle écarta rapidement les jambes de Ohama et lui expliqua quoi faire, mais Ohama, qui n'avait pas mangé depuis quelques jours, était très faible. Ophusia la pressa de pousser aussi fort qu'elle le pouvait avec tout ce qu'elle pouvait. La force qu'elle pourrait rassembler. Si vous ne poussez pas, vous pourriez perdre le bébé et votre vie aussi, dit Ophusia. S'il vous plaît, rassemblez toute la force que vous pouvez et poussez. Ohama a pris une profonde inspiration et elle a immédiatement donné la toute dernière poussée avec toute la force en elle. Le cri du bébé remplit l'atmosphère. Ophusia coupa soigneusement le cordon ombilical et garda le placenta de côté. Quand Ophusia eut fini de nettoyer le bébé, elle emmena le bébé là où Ohama était allongé et lui demanda de porter son beau bébé, mais Ohama ne répondit pas. Ophusia a placé son oreille très près de la poitrine d'Ohama, son cœur ne battait pas et elle n'avait pas de pouls, elle avait passé l'arme à gauche. Ophusia est devenue très choquée et effrayée de ne pas savoir quoi faire, elle a couru pour rencontrer Hugo qui était dans le salon en train de regarder un film. Elle est morte, la dame est morte, que dois-je faire? Dit Ophusia tout effrayée. Elle est une parfaite inconnue et il n'y a personne à qui nous pouvons faire appel pour nous aider. Pourquoi ne pas simplement déposer son corps par là? Au bord de la route, il est déjà minuit passé, abandonner son corps au bord de la route? Et si quelqu'un nous voyait? Pourquoi n'appellerions-nous pas la police à l'aide? Qui croirait que nous étions simplement des citoyens attentionnés qui voulaient aider? Dit Hugo d'un air inquiet, ils nous demanderont pourquoi nous l'avons amené ici chez moi et pas l'hôpital. La police rejetterait le tort sur nous deux et nous enverrait en prison. Ne t'inquiète pas, je le ferai moi-même, j'irai moi-même laisser le corps au bord de la route. Qu'arrivera-t-il au bébé? Ne t'inquiète pas pour le bébé, dit Ophusia, nous la garderons, mais tu sais que nous avons toujours du mal, tu n'es qu'un petit commerçant et je suis toujours à l'école. Comment pourrions-nous faire? Ne t'inquiète pas pour ça, je sais que tout se passera bien. Ophusia a fait confiance Hugo et lui a permis de jeter le corps. Elle a emmené le bébé dans la chambre et a rédigé une liste de médicaments qu'Hugo devait acheter afin de prendre soin du bébé sans avoir à se rendre à l'hôpital. Elle a enveloppé le corps d'Ohama dans un tissu blanc et il l'a placé dans le coffre de sa petite voiture, puis il a pris le placenta du bébé et l'a caché dans un sac en plastique. Hugo avait d'autres projets derrière la tête. Pendant qu'il conduisait, il a rapidement appelé un numéro étrange, ça a sonné pendant un moment avant qu'un homme âgé ne décroche l'appel. « Pourquoi m'appelles-tu si tard dans la nuit ? Je t'ai dit que tu devais faire ce que l'esprit exigeait dans 10 mois, au cas contraire, tu deviendrais fou. Quelque chose est arrivé, dit Hugo, j'ai eu une opportunité rare, j'ai à la fois un corps frais d'une mère récemment décastérée et le placenta d'un nouveau-né. Le vieil homme avait l'air excité quand Hugo lui a annoncé la nouvelle, il a dit à Hugo de venir immédiatement à son sanctuaire. Hugo et Ophusia étaient en couple depuis qu'elle avait eu son admission à l'université, elle était amie avec Hugo depuis 1 an avant d'entrer dans leur relation. Ils étaient tous deux issus de familles pauvres, mais Ophusia était satisfaite de ce qu'elle avait. Elle aimait vraiment Hugo et lui avait promis qu'elle le soutiendrait quoi qu'il arrive. Hugo chérissait et aimait Ophusia de tout son cœur, mais il y a 1 mois, Hugo a croisé un de ses amis du lycée dans une voiture très luxueuse nommée Ndosier. Quand il a vu Hugo acheter des articles au marché, ils se sont rencontrés et ont échangé. Il a invité Hugo dans un restaurant très chic et a dépensé beaucoup d'argent pour leur nourriture et leurs boissons. Ils ont discuté de leur passé et de leurs réalisations. Hugo a été très choqué par le style de vie somptueux de son ami, alors il est soudainement devenu curieux et a demandé à Ndosier la source de sa richesse. Il lui a laissé croire qu'il valait mieux qu'il ne sache pas d'où provenait sa richesse. Crois-moi, car tu es mieux en tant que petit commerçant,
Continue ta lutte avec Ophusia et avec le temps, vous réussirez, mon gars, je ne veux pas continuer à souffrir en tant que petit commerçant, dit Hugo. Je veux être riche comme toi, je veux aussi les voitures de luxe et les grandes demeures. S'il te plaît, aide-moi, mon ami, j'ai pris un raccourci dans la vie et je le regrette actuellement, dit Ndosier. J'aurais aimé que quelqu'un me conseille avant, comme je le fais en ce moment, le prix à payer n'en vaut pas la peine. Mon bon ami, laisse-moi juger, dis-moi juste ce que je dois faire, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut, je suis prêt à payer le prix pour être riche. Hugo a continué à faire pression sur Ndosier jusqu'à ce qu'il accepte finalement de lui dire. Le lendemain, Hugo a menti à Ophusia en lui disant qu'il allait dans une autre ville pour acheter des marchandises, chose qui n'était pas vraie. En effet, il se rendait chez un marabout avec son ami d'enfance. Arrivé là-bas, Ndosier présenta son ami d'enfance au vieux sorcier. Voici Hugo, un ami que j'ai récemment rencontré, il était désespéré de devenir riche et célèbre, dit Ndosier. Baba, mon ami ici dit qu'il veut vivre et profiter de la vie comme moi et qu'il est prêt à payer le prix. J'espère que vous l'avez prévenu que là je ne peux pas revenir en arrière une fois que l'esprit lui dit d'effectuer un impôt, dit le sorcier d'un air intrépide. Il m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir, je suis prêt et prêt à tout pour être aussi riche que mon ami Ndosier, a répondu Hugo. Le sorcier a donné une calebasse à Hugo et lui a demandé de la secouer. Il a soufflé un peu d'air à l'intérieur et l'a mis dans une calebasse. Hugo a fait ce que le sorcier lui avait demandé et a attendu son destin. Le sorcier a regardé à l'intérieur de la calebasse et a fait quelques incantations, puis il a ri hystériquement et vous lui a dit ce qu'il devait faire. Pour atteindre devenir riche, vous devez apporter le placenta d'un nouveau-né et un corps sans vie. Hugo était choqué. Au-delà de toute croyance, il n'en croyait pas ses oreilles, il voulait changer d'avis, mais le sorcier l'a prévenu qu'il n'avait que 10 mois pour faire ce que l'esprit lui a demandé, sinon il deviendrait fou. Alors le sorcier leur a demandé de quitter son sanctuaire et a dit à Hugo de ne pas s'inquiéter. Il a promis d'y aller jusqu'au bout, qu'il pourrait obtenir ce que le sorcier avait demandé, mais Hugo n'était pas à l'aise avec cet arrangement. Il ne voulait pas avoir du sang sur les mains. S'il avait su que tuer quelqu'un était le prix à payer, il ne serait pas allé aussi loin et ils ont vu à quel point il était perturbé et effrayé. Il l'a prévenu une fois encore une fois, soit tu fais ça, soit tu perds la vie. Je t'ai prévenu et tu m'as assuré que tu étais prêt à faire tout ce qu'il faut. Mais tu n'as jamais mentionné que j'avais dû commettre un meurtre. Je n'ai jamais tué personne, dit Hugo. Je préfère rester pauvre que priver une autre personne de sa vie. Il y a un prix à payer pour tout, mon ami, c'est le prix que j'ai payé. Si tu veux être comme moi, tu dois payer le même prix aussi. Il n'y a pas de retour en arrière. Quand Hugo est rentré à la maison ce soir-là, il était apeuré à l'idée d'ôter la vie d'une personne, mais il ne voulait pas non plus devenir fou. Il était dans un dilemme très profond quand il s'est finalement endormi. Il a fait un cauchemar et dans le cauchemar, Hugo s'est vu dans une très grande fête dans l'enceinte d'un très grand et beau manoir. Les gens dansaient et il y avait de la jubilation. Hugo s'est battu à travers la foule et est arrivé au centre de l'événement. Il y avait un cercueil très blanc décoré d'or qui était ouvert. Il s'est approché pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur du cercueil et à sa plus grande surprise, il s'est vu étendu sans vie à l'intérieur du cercueil. Il a levé les yeux vers le manoir et a vu une grande bannière avec sa photo qui disait que le riche nous a quittés trop tôt. Hugo eut très peur. Il a crié et a tout essayé pour s'enfuir, mais il a senti quelqu'un lui tenir la main. Immédiatement il s'est réveillé. Ophusia lui tenait la main. Je t'ai entendu crier dans ton rêve, tu vas bien, peux-tu m'en parler? Ophusia a demandé, mais Hugo ne pouvait pas. Sa cupidité lui avait causé de sérieux ennuis depuis lors. Hugo avait du mal à passer une bonne nuit de sommeil. Hugo était allongé sur son lit en pensant à son sort. Un soir, Ophusia, sa petite amie, lui a rendu visite. Elle lui a dit qu'elle avait des nouvelles urgentes pour lui quand Hugo lui a demandé quel était le problème. Ophusia lui a dit qu'elle était enceinte et que c'était contre sa tradition de commettre un avortement. Hugo s'est senti heureux de la nouvelle. Il a immédiatement décidé qu'il liquiderait Ophusia quand sa grossesse serait à terme et qu'il emmènerait son placenta et son corps chez le sorcier. Mais quand Ophusia revint cette nuit-là avec Oama qui était enceinte, cela parut une meilleure opportunité pour Hugo. Il apporta donc le sacrifice chez le sorcier cette nuit-là. Le sorcier a effectué un rituel et a dit à Hugo qu'il serait riche, mais il a averti Hugo qu'il ne devait pas avoir d'enfant. Si c'était le cas, alors il perdrait sa vie instantanément. Hugo n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions du sorcier. Quand il est rentré chez lui, il a trouvé Ophusia en train de dormir près du nouveau-né. Ils avaient tous les deux l'air paisibles comme une mère et une fille alors qu'il la regardait. Il se souvint rapidement qu'elle était enceinte et s'il lui permettait d'accoucher, cela signifierait qu'il allait perdre sa vie instantanément. Alors Hugo entra dans la cuisine et se saisit d'un objet tranchant. Son cœur était lourd et assombri, contrôlé par l'avidité et l'égoïsme en ce moment-là. Il oublia tout ce que Ophusia avait fait pour lui.
Il voulait ôter la vie d'Ophusia et celle du nouveau-né. Alors qu'il marchait doucement plus loin vers l'endroit où Ophusia et le bébé étaient allongés, quelqu'un a frappé fort à sa porte. Hugo a rapidement gardé le couteau sur la table près de lui. Le coup était si fort que cela a réveillé Ophusia aussi, mais le bébé était encore endormi. Le coup est revenu et ensemble, Hugo et Ophusia sont partis ouvrir pour voir qui frappait. Quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu une femme et 2 policiers. Les yeux de la femme étaient injectés de sang. Il était évident qu'elle pleurait. Nous sommes profondément désolés d'avoir envahi votre vie privée à cette heure de la nuit, mais nous cherchons une jeune femme enceinte appelée Ohama. Les gens des environs ont dit qu'elle avait été vue pour la dernière fois dans cette zone. Ophusia a eu très peur, mais Hugo lui a fait signe de se calmer. Je reviens juste de jeter des ordures et je n'ai pas vu de femme enceinte sur le chemin du retour. La femme s'est sentie très déçue alors qu'elle était sur le point de partir. La femme a personnellement demandé à Ophusia: ma fille, et toi, as-tu vu ma fille qui a la même taille et peut-être le même âge que toi? Elle est enceinte et elle va accoucher d'un moment à l'autre. C'est ma fille unique. Ophusia pouvait sentir la douleur dans la voix de la femme. Les larmes de la femme la touchèrent profondément, mais Hugo lui fit encore une fois signe de faire l'ignorante. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas vu votre fille non plus et je prie et j'espère que vous la retrouverez, dit Ophusia. J'espère vraiment qu'elle est en sécurité. Les policiers les ont remerciés pour leur temps et se sont déplacés pour interroger les gens dans un autre appartement, mais Ophusia ne pouvait pas quitter les yeux de la femme. Elle se sentait tellement mal sachant que la petite fille de la femme est avec elle. Même si elle ne pouvait rien dire parce que Hugo lui avait dit qu'ils seraient tous les deux arrêtés s'il disait à quelqu'un. Ophusia était calme, puis elle a demandé: Hugo, qu'as-tu fait du corps? Tu as mis du temps. J'ai dû partir loin pour que personne ne me voie. Ophusia l'a cru. Le lendemain, Ophusia est restée à la maison. Elle n'est pas allée à l'école parce qu'elle avait besoin de prendre soin du bébé. Lorsqu'elle a allumé la télévision, la première chaîne qu'elle a écoutée parlait de Ohama, la jeune femme enceinte portée disparue. Ohama était le seul enfant de M et Madame Nam, une famille très riche, mais les choses ont changé pour eux. Lorsque le conteneur de marchandises de Monsieur Nam est tombé en haute mer sans assurance, la nouvelle de la tragédie a profondément touché M. Nam et il a développé un problème cardiaque. Il a été rapidement emmené à l'hôpital, mais les médecins ont dit à sa femme et à sa fille que Monsieur Nam avait besoin d'une transplantation cardiaque urgente. Ohama n'avait que 17 ans à cette époque. Ils ont eu la chance de trouver un donneur, mais ils ont dû vendre tout ce qu'il avait pour indemniser la famille du malade dont le cœur devait être donné, mais l'argent pour elle. Opération était au-dessus de leur capacité financière. Madame Nam est allée à la rencontre d'un homme très riche appelé Alaji et a plaidé pour son aide pour sauver son mari. Alaji a accepté de les aider, mais à la condition qu'Ohama, sa fille unique qui n'avait que 17 ans, serait fiancée à lui, sinon Madame Nam devrait lui rendre l'argent prêté avec intérêt dans 2 ans. Elle pourrait alors récupérer sa fille. Au cas contraire, Ohama deviendra l'une de ses nombreuses épouses. Lorsque Madame Nam l'a dit à sa fille, elle n'a pas discuté. Elle a immédiatement accepté d'être envoyée chez le richissime homme. Ohama aimait tellement son père qu'elle était prête à tout pour son rétablissement. Madame Nam était également sûre qu'il rembourserait une fois que son mari serait complètement rétabli, mais malheureusement, la greffe n'a pas réussi et Monsieur Nam a perdu la vie le même jour sur table d'opération. Sa dette était dévastatrice, mais Madame Nam devait rembourser son argent à Alaji, sinon elle perdrait Ohama pour toujours. 2 ans se sont très vite écoulés. Madame n'a pas pu honorer le paiement et Alaji n'a pas perdu de temps pour faire d'Ohama sa 9e épouse. Elle avait maintenant 19 ans. Les autres épouses d'Alaji la méprisaient et la détestaient parce qu'elle était si jeune et si belle. Alaji a cessé d'accorder l'attention aux autres épouses, il était toujours aux côtés de Ohama. Cela rendait les autres épouses jalouses et hystériques. Alors elles ont conspiré pour se débarrasser d'elle. Quelques mois après le mariage d'Ohama avec Alaji, elle est tombée enceinte pendant cette période. Alaji a dû voyager dans un autre pays pendant très longtemps pour faire des affaires, ce qui a laissé Ohama à la merci de ses coépouses qui ont commencé à la maltraiter en refusant de lui donner la nourriture et même sa tranquillité d'esprit. La fille était frustrée, mais elle ne pouvait pas retourner auprès de sa mère. C'était clairement indiqué dans les termes et elle accorde leur mariage lorsque la grossesse d'Ouma avait 8 mois. Elle a dû s'enfuir de la maison d'Alaji pour sauver sa vie et celle de son bébé. Elle a écrit à sa mère pour lui dire qu'elle était enceinte de 8 mois, mais elle n'a reçu aucune réponse et est donc restée dans la rue pendant des jours sans nourriture ou de l'eau jusqu'à la nuit où Ophusia l'a vue. Le manque de nutrition adéquate l'a forcée à accoucher tôt et lui a finalement coûté la vie. Au moment où Madame Nam a reçu le message de Ohama, il était déjà trop tard et depuis lors, elle marchait dans la rue. Ophusia a été choquée par la révélation, elle a commencé à pleurer profondément, mais elle a trouvé étrange que contrairement à la plupart des bébés, le bébé d'Ohama était paisible et pleurait à peine alors qu'elle le nourrissait.
Ophusia a commencé à réfléchir à l'opportunité de se présenter au poste de police le plus proche. Pendant ce temps, Hugo était de nouveau chez le sorcier. Le sorcier a applaudi Hugo pour avoir fait ce qui devait être fait une fois de plus. Il a rappelé les conditions qui lui avaient été imposées. Vous ne devez pas avoir d'enfant. Peu importe que vous en soyez conscient ou non, une fois qu'une femme tombe enceinte de vous et accouche avec succès, la vie de l'enfant remplacera la vôtre. Hugo hocha la tête en signe d'accord avec les conditions du sorcier. Mais il était stupide de croire que le diable propose une bonne affaire. Encore une chose que le sorcier a dit chaque décennie, vous devez amener quelqu'un dans le cercle, vous devez convaincre quelqu'un de faire exactement ce que vous avez fait. Sinon vous deviendrez fou instantanément. Tu comprends pourquoi Ndosier était toujours célibataire et sans enfant malgré tant de richesses autour de lui. Il s'est également rendu compte que la rencontre de ce jour n'était pas une coïncidence, leur rencontre était préméditée et avait déjà duré 10 ans et il avait absolument besoin de convaincre quelqu'un de rejoindre le cercle dans lequel il était. Il savait qu'Hugo n'avait pas encore prospéré. Il serait vulnérable et c'est pourquoi il est venu voir Hugo. Il n'avait d'autre choix que de danser au son du joueur de cornemuse. Le sorcier lui a donné une petite calebasse, mais cette calebasse dans ta garde-robe, cache-le loin des regards indiscrets. Si quelqu'un d'autre venait à voir cette calebasse, tu deviendrais. Il sera rempli de billets de banque chaque semaine. Cet argent sera pour tes dépenses mais pas pour le donner librement aux gens. Je ne comprends pas ce que tu veux dire par là. Le sorcier a ri et a répondu que vous pouvez dépenser de l'argent pour vous-même, mais vous ne pouvez pas être philanthrope ni être bienveillant envers les gens. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un sans récupérer quelque chose en retour, je pense que vous connaissez les répercussions. Enfin, vous devrez tout dépenser l'argent de la calebasse chaque semaine. C'est à ce moment-là qu'Hugo a réalisé le sens de son rêve. Les conditions étaient trop difficiles à respecter, il suffit d'une petite erreur pour tomber. Après que le sorcier avait donné les directives, Hugo a ramené la calebasse chez lui soudain. Son téléphone sonna, c'était sa mère qui l'appelait et il a décroché le téléphone sans attendre. Elle a dit qu'elle avait besoin d'argent, qu'il lui fallait 100 000 francs CFA. Je suis fauché, je sais que tu es malade mais maman, tu t'attends à ce que je braque une banque? Puis il a raccroché sa mère au nez et a gardé son téléphone. Hugo a regardé son téléphone sonner et a gardé le silence alors que l'annonce est soudainement devenue maussade. Il a fondu en larmes, baissant les yeux. Je suis riche mais je ne peux pas lui envoyer un centime parce qu'une fois que je le ferai, peu importe le peu, je vais perdre la vie. C'est un prix que je dois payer pour voir ma propre famille souffrir dans la pauvreté malgré le fait que j'ai ce qu'il faut pour changer sa vie pour toujours. Oh mon Dieu! Il ne pouvait pas dire un mot, il est resté muet. Hugo avait de plus gros problèmes pour faire face à la police à la recherche d'Ohama et du bébé dans le ventre de sa petite amie. Il a commencé à regretter ses actes le lendemain. La police a trouvé le corps en décomposition d'Ohama. Lorsque Madame Nam est arrivée, elle a pleuré amèrement à la vue le corps de sa fille puis elle s'est agenouillée et a juré que ce n'était pas son destin de mourir comme ça. Je te l'ordonne, en tant que mère, que ton esprit ne connaisse pas de repos jusqu'à ce que tu aies vengé ta mort. Lève-toi et en tes tueurs jusqu'à ce qu'il avoue ou meure, ne te repose pas. Quand Madame Nam a dit cela, elle est partie et les policiers ont emporté le corps Ohama. C'est après cela que Ophusia a commencé à avoir des cauchemars intenses. Dans son cauchemar, Ohama lui apparaissait et voulait qu'elle dise la vérité à Madame Nam et lui rendre sa petite fille ou faire face aux conséquences. Va rendre mon enfant à ma mère, rends-moi mon enfant, va rendre mon enfant à ma mère ou je te frapperai à mort quand les cauchemars commenceront à devenir trop. Ophusia a décidé qu'elle ferait ce que Ohama voulait. Elle a appelé Madame Nam à travers les numéros affichés sur le programme de télévision qu'elle regardait et lui dit qu'elle avait quelque chose à lui dire. Ils avaient fixé un endroit mais Ophusia n'avait aucune idée qu'Hugo était en train de répondre à son appel lorsqu'Ophusia a placé le bébé dans le porte-bébé et a voulu quitter la maison. Hugo l'a arrêté. Il s'est tenu à la porte avec un couteau très tranchant pointé sur Ophusia et lui a demandé de s'agenouiller les yeux fermés. Ophusia a eu très peur alors qu'elle gardait lentement le porte-bébé dans lequel elle gardait le bébé. Le bébé a commencé à pleurer fort pendant qu'elle s'agenouillait. Elle pouvait voir la main d'Hugo trembler, c'était évident qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du mal. Le bébé a continué à pleurer fort et Hugo ne savait pas quoi faire, alors il a demandé à Ophusia de porter le bébé et de le câliner pour qu'elle arrête de pleurer. Il alla lentement vérifier les fenêtres pour être sûr qu'il n'y avait personne à proximité puis il s'assit à côté de Ophusia sur le canapé. Quand il s'assit à côté d'elle, Ophusia voulait s'éloigner mais Hugo la supplia de rester. Elle a vu comment il était brisé avec des larmes coulant sur ses joues. Hugo lui a dit « Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, ma quête de richesse m'a conduit vers une falaise, je ne peux ni sauter ni me retourner, je suis bloqué. » Il a commencé à pleurer comme un bébé. Elle lui a demandé doucement « Tu sais que tu peux me faire confiance ?
Je t'aime depuis le premier jour où j'ai posé mes yeux sur toi et je t'ai dit que je supporterais jusqu'à ce que tu réussisses dans la vie, s'il te plaît. Dis-moi qu'as-tu fait? J'ai conclu un pacte avec le diable en échange d'une richesse illimitée, mais le prix qu'on me demande de payer dépasse mes capacités. Immédiatement Ophusia a voulu répondre Hugo. Un son fort provint de l'armoire dans sa chambre. Il s'est rapidement levé, s'est nettoyé les yeux et a ramassé lentement le couteau qu'il avait précédemment jeté par terre. Il s'est approché de l'armoire dans sa chambre avec le couteau pointé vers l'avant quand il est arrivé. Il a doucement ouvert l'armoire. Des liasses de devises étrangères sortaient comme s'ils étaient forcés de rester à l'intérieur de l'armoire. Hugo lâcha le couteau avec enthousiasme et commença rapidement à ramasser l'argent. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il humait l'arôme des billets de banque et son sourire plaqué sur son visage. Puis il se souvint qu'il avait laissé Ophusia au salon. Il reprit rapidement le couteau et cette fois sa détermination avait été renforcée. Il avait vu et touché l'argent que le sorcier lui avait promis. Il était donc déterminé une fois de plus à faire ce qui devait être fait, c'est-à-dire tuer Ophusia. Son enfant à naître et le jeune bébé également. Mais quand il entra dans le salon, Ophusia et le bébé étaient introuvables entre-temps et fut confronté à un gros problème. De l'autre côté, Ophusia avait réussi à s'enfuir. Elle a pris la petite fille et a couru aussi vite que ses jambes pouvaient jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche qu'elle a pu trouver. Elle voulait appeler la mère d'Ohama. Alors qu'elle était pressée de sortir en douce, Hugo s'est rendu compte qu'Ophusia s'était échappée, alors il est rapidement entré dans sa petite voiture et est parti à sa recherche. Il a parcouru le quartier mais il n'a pas pu la trouver alors qu'il s'approchait du bus où se tenait Ophusia. Il a vu Ophusia et le bébé déjà dans le bus en partance pour la ville où se trouvait la mère d'Ohama. Ophusia a également vu la voiture de Hugo et a rapidement fermé les vitres du véhicule dans lequel l'enfant et elle se trouvait. Elle a dit au chauffeur du bus qu'elle était en grave danger et l'a supplié de l'emmener au plus proche commissariat de police pendant que le chauffeur conduisait. Hugo suivit le bus derrière jusqu'à ce qu'il s'arrête devant un commissariat de police. Il réalisa dès lors qu'il aurait des ennuis et partit rapidement quand Ophusia descendit du bus. Elle se rendit dans un magasin en face du commissariat de police. Elle avait toujours peur de se rendre à la police car Hugo lui avait laissé croire qu'elle serait arrêtée si la police découvrait qu'elle était au courant de la disparition de Ohama. Ophusia a emprunté un téléphone au magasin et composa le numéro de Madame Nam. « Bonjour maman, j'ai rencontré Ohama votre fille la semaine dernière. Je sais ce qui est arrivé à votre fille. Elle a accouché en toute sécurité et votre petite fille est avec moi. Je vais vous indiquer un endroit pour que nous puissions nous rencontrer, mais s'il vous plaît, n'impliquez pas la police. » Madame Nam a été choquée d'entendre ce que Ophusia a dit mais en même temps, elle était également très heureuse d'entendre cette nouvelle et immédiatement, elle a commencé à se préparer pour aller à la rencontre. De l'autre côté Hugo s'est senti en danger et est rentré chez lui ranger ses affaires pour quitter le pays pensant qu'Ophusia était allée le dénoncer. Il a emballé tout l'argent de sa garde-robe et l'a mis dans un sac mais dès qu'il a porté la calebasse que le sorcier, il suivit une voix forte l'appelant par son nom. Il s'est retourné précipitamment mais il n'a vu personne alors il a continué ce qu'il faisait. Il était sur le point de le mettre la calebasse dans un sac quand la voix a appelé son nom à nouveau mais plus fort cette fois. Pourquoi m'as-tu sacrifié? Il s'est rapidement retourné, il tenait toujours la calebasse mais ce qu'il a vu l'a choqué jusqu'aux os. Il a vu l'esprit d'Ohama, elle était vêtue de blanc et elle était toujours enceinte. Par peur pour sa vie, Hugo a couru hors de la maison, toujours avec la calebasse dans ses mains criant à l'aide. Immédiatement ses voisins sont sortis pour savoir pourquoi il criait si fort et tous ont vu instantanément la calebasse que tenait Hugo. Il se souvint de elle. Avertissement que le sorcier lui avait donné, aucun œil ne doit voir cette calebasse sauf toi. Si un quelqu'un d'autre venait à voir cette calebasse, acceptez-toi alors tu deviendrais fou. Il réalisa immédiatement ce qui s'était passé et soudain il perdit le contrôle de ses sens et jeta la calebasse au sol. Celle-ci se brisa en miettes et il commence à enlever ses vêtements. Ses voisins l'ont rapidement retenu avant qu'il ne se mette nu et l'ont attaché. Ils sont entrés dans sa maison et ont vu le sac plein d'argent, sans qu'on leur dise. Ils comprirent immédiatement qu'Hugo avait conclu un pacte avec le diable et qu'il était en train de payer le prix, alors ils l'ont emmené dans un hôpital psychiatrique proche. Pendant ce temps Ophusia quant à elle était assise patiemment au lieu de rendez-vous, attendant l'arrivée de Madame Nam. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle arrive, elle l'a scanné frénétiquement et s'est précipitée là où Ophusia était assise parce qu'elle était la seule personne qui tenait un bébé. « Est-ce toi Ophusia la dame qui m'a appelé plus tôt ?» demanda Madame Nam avec impatience. « Oui c'est moi. S'il te plaît pardonnez-moi de vous avoir menti plus tôt, j'avais tellement peur pour ma vie et celle de mon petit ami. C'est ma petite fille? Oui c'est elle. Mais votre fille n'a pas malheureusement survécu, dit Ophusia.
Madame Nam a porté le bébé dans ses bras et a commencé à pleurer. Elle a remercié Ophusia d'avoir sauvé le bébé même si Ohama n'a pas survécu. Merci d'avoir dit la vérité, j'ai peut-être perdu ma Ohama mais je suis si heureuse qu'elle m'ait donné un bébé pour me consoler, que sa douce âme repose en paix. Madame Nam assura à Ophusia qu'elle ne dirait pas à la police ce qui s'était réellement passé, mais pendant qu'elle parlait, elles ont vu un fou danser le long de la route juste en face de l'endroit où elle se trouvait. Ophusia a regardé attentivement et a réalisé que c'était son petit ami. Il s'est avéré qu'il venait de s'évader de l'hôpital psychiatrique. Elle secoua la tête de pitié et se dit à voix haute: quel serait l'intérêt d'un homme s'il gagnait le monde entier et perdait son âme au profit du diable? La morale de cette histoire nous rappelle que aller lentement et régulièrement est bien mieux que de courir devant votre destin à votre détriment. Il n'y a pas de raccourci dans la vie. Pour chaque tricherie que nous faisons, nous finissons par en payer le prix d'une manière ou d'une autre. La cupidité est l'ennemi de l'homme, plus tôt nous apprenons à la surmonter, mieux ce sera. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous appréciez cette histoire. Mettez un pouce bleu, commentez et partagez. Merci de nous dire depuis quel pays ou ville nous suivez et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.